Bonsoir à tous. Alors, est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien à la fois sur Telegram et sur VK? Alors, je vois que Evelyne, Jojororo, Christina, Béatrice qui me dit que c'est ok sur les deux plateformes. C'est nickel. C'est nickel. Alors, aujourd'hui on va être sur un thème un peu, on va dire, plus, ouvert que d'habitude. Alors comme certains l'ont vu, on a commencé à faire donc ce nouveau format de vidéo très courte, Vie du Donbass, qu'on publie sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Alors on a écouté vos premiers retours, il y avait des gens qui se plaignaient de la musique qui était trop forte. On l'a enlevé. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous plaisent plus? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez moins voir? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez plus voir? On va en discuter un petit peu ce soir, au milieu de beaucoup d'autres questions. Il y a des gens qui m'ont envoyé des questions par email, on va les traiter aussi. Alors, je vois que Dom est aussi dans les starting blocks comme super. Gorette, Sébastien, Corneille, blablabla, Pietro, bonsoir, bonsoir Stephen, bonsoir Véro. Alors Jojororo qui me dit que les sujets sont bons. Là il y en a plein qui vont arriver. Hein. Là j'en ai republié une aujourd'hui sur la question de l'eau. La prochaine sera sur les réparations à Avdiivka. Et il y en a d'autres qui vont venir sur de l'aide humanitaire, des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas encore vus dans ces vies du Donbass que vous aimeriez voir? Réfléchissez-y, dites-moi, alors soit ce soir, soit sur d'autres choses. Enfin réfléchissez, vous pouvez le mettre soit maintenant, soit plus tard. Alors Christina qui me dit vidéo sur le soldat Reznikov, beau reportage. Bah écoutez, oui, moi ça m'a beaucoup ému, hein, leur retrouvaille. Ça a été de la dernière minute. Enfin, on a été prévenu au dernier moment qu'il avait été récupéré à Moscou par son unité pour être ramené en RPD. Donc ça a été organisé un petit peu à la va-vite. Mais ouais, j'étais très contente de voir les retrouvailles entre Denis et sa femme. J'ai discuté un tout petit peu avec lui, pas beaucoup, parce que bon, après 1 an et demi de captivité, il avait qu'une envie, c'était de rattraper eh bien, le temps perdu avec sa famille, hein, ce qui se comprend. Je veux dire, il avait pas trop envie de revenir sur ce qu'il avait vécu là-bas. On en reparlera avec lui par après, de ce qui s'est passé quand il était en captivité, mais pour l'instant l'important c'était le bonheur des retrouvailles. Je dois avouer que moi aussi ça m'a beaucoup ému. Franchement c'était un moment assez fort et j'espère que la vidéo a réussi à retransmettre un petit peu ça. Jojoro qui dit c'est bien, les travaux débutent en espérant que ça relance le travail et l'économie là-bas. Oui, on n'a même pas assez de gens en fait pour tout réparer. En fait, c'est la situation en matière d'emploi est tellement tendue, on est tellement en situation de quasi plein emploi que on n'a pas assez de gens pour faire toutes les réparations qui sont nécessaires. C'est-à-dire pour ça, qu'on fait venir des gars d'autres régions. Là, ce que je vais vous montrer à Avdiivka, entre autres, c'est de nouveau la région du Gras, Khanty-Mansiysk. C'est des gars de Khanty-Mansiysk, c'est pas des locaux, hein.
Parce on n'a pas assez de gars, on a pas assez, enfin c'est partout en Russie, hein. On a des déficits comment dire, on a un déficit de chômeurs, quoi. On n'en a pas assez. Béatrice qui dit ça nous permet de rester au courant. Voilà, donc bon, j'espère que vraiment ça vous plaît ce format Vie du Donbass. On va continuer. On va continuer. Mais si vous voyez qu'il y a des thèmes qui vous plaisent plus, n'hésitez pas hein, régulièrement de me dire ah tel thème ça nous plaît plus, tel thème ça nous plaît moins. On est vraiment ouvert hein, de ce côté-là, on vous écoute. On vous écoute et vraiment on est ouvert aux suggestions, aux demandes, à des choses on pourra peut-être pas, mais bon, vous pouvez toujours demander, il n'y a pas de souci. Alors j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé des questions la dernière fois que j'avais pas du tout eu le temps de traiter, tellement l'actualité était un peu chargée. Alors, il m'a demandé, les Russes avancent en prenant régulièrement des villages, oui mais dans quel état ? Du fait des affrontements, ces villages sont-ils encore habités ou vides? Si certains habitants sont restés, comment vivent-ils? Souvent, dans les villages qu'on récupère, déjà, ils sont très endommagés, à cause du fait que l'armée ukrainienne utilise les bâtiments civils pour installer ses soldats, pour installer ses points de tir, donc bon, au bout d'un forcément... on se retrouve à devoir détruire les bâtiments. Mais souvent, il y a encore des gens qui vivent là. Souvent, ils vivent dans les sous-sols, dans des conditions assez difficiles, et on les évacue vers l'arrière du front dès qu'on peut, quoi. Mais il y a encore des gens hein, qui vivent dans les villages libérés. Christian qui me dit que Xavier Moreau le confirme, manque de main-d'œuvre, tous les reportages sont bien. D'accord. Alors, l'autre question qui me posait, c'est au fil des jours, les Russes récupèrent donc des territoires dont l'économie a souffert. Quels moyens sont mis en œuvre pour la réactiver? Quelles sont les actions en cours et qui finance? C'est ce que je vous montre dans mes reportages. On reconstruit, on répare, on remet en état, on relance, donc partout en fait, on reconstruit les usines, on reconstruit les magasins, on reconstruit les habitations et on relance une activité économique. Une des premières choses qui a été remise en état à Avdiivka, ça a été un magasin dans le centre de la ville, pour que les gens qui sont restés vivre à Avdiivka, qui ont refusé d'être évacués, puissent avoir du pain, de l'eau, enfin des produits de base, produits alimentaires, d'hygiène, etc. Et ce magasin était doté d'un générateur et d'un accès internet par satellite, donc les gens pouvaient venir accéder au Wi-Fi pour contacter les proches, rester informés, etc. quoi. Alors, Béatrice qui dit la renaissance des villages détruits, liberté retrouvée malgré les difficultés, sujet pour les petites vidéos par exemple. D'accord. Ok, sur les villages qu'on récupère, etc. Ok, je vais voir si on peut obtenir les autorisations. C'est pas toujours simple, mais oui, je vais essayer. Donc pour la question du financement des réparations, ça dépend desquelles. Certaines sont financées directement par le budget fédéral. Mais beaucoup sont financés par les différents sujets de la Fédération de Russie. Ça avait choqué quelqu'un que je parle de sujets de la Fédération de Russie. Alors je vais éclaircir ce petit point parce que justement c'est pas mal d'en parler. Il faut savoir que la Russie n'est pas juste un pays ou une république ou machin, c'est une fédération. Et au sein de cette fédération, vous avez plein de structures très différentes. Vous avez des oblasts, qui est l'équivalent de nos régions. Vous avez des kraïs. Vous avez des républiques autonomes. Vous avez la République autonome de Crimée, vous avez la République populaire de Donetsk, vous avez la République de Lugansk, vous avez la République de Tchétchénie, etc. Voilà, donc vous avez différents types de structures. Vous avez des villes qui sont à part, comme Sébastopol. Et donc, tout ça, forcément, faut trouver un nom. Voilà, vous avez des régions, des villes, des kraïs, des républiques. On appelle ça les sujets de la Fédération de Russie. Voilà. Donc, beaucoup de ces réparations sont financées par ces sujets de la Fédération de Russie via un système, on va dire, de parrainage, on peut dire ça comme ça.
C'est-à-dire que chaque région ou grande ville, par exemple Moscou ou Saint-Pétersbourg, qui sont assez grosses en termes de moyens financiers, par exemple, finance, supervise les réparations de certaines villes, entre autres Mariupol, Donetsk. Et donc, normalement, chaque région, on va dire, prend sous son aile une ville. Bon, en vrai, déjà, certaines villes ont plusieurs régions qui aident, et certaines régions aident plusieurs villes. C'est le cas, par exemple, de Yugra. Yugra, alias donc l'Okrug, oui, c'est ça aussi, on a aussi l'Okrug. On a les Kraïs, on a les Okrug, on a les Oblasts. Oui, j'avais oublié les Okrug. On a donc l'Okrug autonome de Khanty-Mansisk, qui est dans le nord de la Sibérie. Hein. Eux, en fait, normalement, effectivement, ils sont région marraine de Makiivka, mais ils aident en plus Avdiivka. Et alors là-bas, ils sont pas tout seuls, ils sont aidés par Yamal et Tcheliabinsk. Donc ils sont 3 régions à aider Avdiivka. Donc c'est pour ça que je dis, à la base, c'était censé être un système plus ou moins une ville, une région marraine, plus ou moins. Parfois 2 régions marraines. Makiivka a 2 régions marraines. Elle a donc Yugra et elle a Sverdlovsk. Donc c'est ces régions qui financent le gros des réparations. Et certaines sont financées au niveau fédéral. Là, par exemple, on a plein de réparations au niveau des routes et des ponts routiers qui sont financés cette année par Moscou et par le budget fédéral. Au niveau, entre autres, de la société Avtodor. Voilà, donc c'est un peu, voilà, comme ça, comment ça fonctionne. Et sa dernière question, c'était... dans les territoires russes récupérés, on pourrait croire que le taux de chômage est faible, mais c'est vraiment le cas. Oui, oui. Je vous dis, on a un déficit monstrueux de main-d'œuvre. Ces résultats, les salaires montent. Les salaires sont en train de flamber pour certaines professions, y compris pas super qualifiées. Je veux dire, le salaire des caissières de supermarché, il a bien grimpé en 2 ans. Hein. Il a fait x2. Vous voyez sur les chats Telegram des annonces pour trouver du petit personnel même pas qualifié, quoi. Vous voyez, caissière, gardien de sécurité pour les supermarchés, les personnes chargées du réassort en rayon, etc., etc. Et les salaires grimpent. Les chauffeurs d'autobus, leur salaire, il a fait, je sais pas, fois 2, fois 3. Voilà. Un chauffeur de bus, maintenant, ici, non seulement ils lui fournissent la formation gratuite pour passer le permis catégorie D, si je dis pas de bêtises, est fourni gratuitement, mais en plus, maintenant, le salaire est genre à 100 000 roubles, quoi. Genre à peu près plus d'un millier d'euros, quoi. Ce qui est énorme pour ici. Hein. Béatrice qui demande des nouvelles des enfants qui retrouvent leur famille. Ouais, ça c'est géré plus à Moscou. Ça c'est géré à Moscou, c'est géré par la médiatrice aux droits de l'homme. Ça c'est plutôt elle qui s'occupe de ça. C'est assez compliqué d'obtenir les informations. Ils sont très discrets là-dessus. Ils communiquent qu'une fois qu'ils ont, on va dire, réglé chaque cas. Pour des raisons évidentes, hein. Je veux dire, je rappelle quand même que Madame Lvova-Belova, qui est donc la médiatrice aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, pardon, de Russie, est quand même poursuivie aux côtés de Vladimir Poutine pour soi-disant déportation d'enfants. Bref. Donc vous comprenez qu'ils sont quand même très discrets sur les cas qu'ils sont en train de traiter. Super Gorette qui dit, en parlant de ça, j'ai vu récemment que les étrangers migrants étaient interdits de faire livreur en Russie. Une façon de couper les pompes à migrants, on dirait. Oui, dans certaines régions, ils sont interdits de faire taxi, livreur, parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'était plus que, quoi. Je veux dire, là, maintenant, tu prends le taxi à Moscou, bon, tu retrouves, quand tu vois le prénom dans Yandex Taxi, tu revois des Mikhail, Ruslan, Vladimir, etc. À un moment, mais c'était que des prénoms
genre Iriek, etc., etc. Enfin, Ilian, enfin c'était que des prénoms comme ça qui venaient, tu voyais que les mecs ils venaient tous quoi, du Ouzbékistan, Tadjikistan, certains parlaient très très mal le russe sincèrement. Donc à un moment ils ont mis un peu le haut là quoi, parce que ça devenait n'importe quoi. Sébastien qui dit si vous voulez des chômeurs, il y en a plein en France. Il y aura juste le petit souci de langue. Bah, suffit de les mettre en cours intensif de russe. Non, mais sérieusement, en plus, hein, je veux dire, il y a vraiment, on a vraiment une pénurie de main d'œuvre, et qualifiée et non qualifiée, dans toute la Russie. Je veux dire, on a un taux de chômage qui est tellement faible que c'est un truc de fou. Donc, je veux dire, il y a des besoins qui sont énormes. C'est-à-dire pour ça aussi que Vladimir Poutine a fait le visa de valeur partagée. Le but était clairement de faire venir des Occidentaux qui pour beaucoup sont quand même du personnel qualifié. Ça, il y en a aussi beaucoup. Il y a un grand besoin, hein, ça c'est clair. Dom qui dit j'espère que l'entretien avec Omerta a boosté les ventes de ton livre. Ah mais carrément. Carrément, c'est là j'en ai vendu autant en 2 jours après l'interview avec Omerta que depuis le lancement du livre jusqu'à l'interview. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que j'ai fait x2 sur les ventes. Donc je remercie énormément Charles d'Anjou pour m'avoir permis de faire cette interview. C'est un énorme boost pour la vente du livre, vraiment, et j'espère que ça va permettre de toucher plein de gens qui sans ça voilà, seraient pas forcément intéressés à ça. Je remercie les 3 personnes qui ont mis d'ailleurs un commentaire, un avis sur Lulu. S'il y en a d'autres qui ont acheté le livre sur Lulu, mettez un avis, mettez un petit rating. C'est super important, ça permet aux gens de voir que le livre est vraiment intéressant, que voilà, ça vaut la peine de l'acheter. Donc c'est très très important ça. Maintenant mettre une note, une évaluation, c'est super important à l'heure d'internet. Alors, Sébastien qui dit c'était super cette rencontre entre eux. Oui, Charles a été vraiment super, très très gentil. Ça fait du bien de donner une interview où t'as pas la sensation qu'on est en train d'essayer de te piéger toutes les 5 secondes. Ça fait plaisir. Bonsoir Skier. Alors, Super qui dit la République de Biélorussie. Oui. Je vous dis, on a en Russie comme ça plein de structures très différentes qui font toutes partie du même pays. Et c'est, je pense, l'exceptionnelle force de la Russie, ce côté fédéraliste, fédérateur, qui permet de, à la fois, non seulement on accepte et on soutient la diversité interne du pays. Je rappelle qu'on a, je sais plus combien de dizaines de langues différentes qui sont des langues officielles en Russie, au niveau régional. On entretient, on développe les différentes cultures des différentes ethnies qu'il y a au sein de la fédération. Et dans le même temps, tous sont russes. Et sont dans l'écrasante majorité prêts à défendre leur patrie. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant avec le modèle russe. Alors, Denis qui dit l'approvisionnement de ces magasins près du front doit pas être très simple. Pour la reconstruction, il faut bien sûr attendre que le front s'éloigne. Reconstruire pour que tout soit bombardé le jour d'après, oui, effectivement, ça servira à rien. Ouais, l'approvisionnement de ce petit magasin à Avdiivka, les premiers temps, a été vraiment compliqué. Ils avaient dû faire une route de la vie, c'est-à-dire dresser des poteaux entre lesquels ils avaient installé tout un tunnel de filets pour empêcher les drones ukrainiens d'attaquer les véhicules qui se rendaient à Avdiivka. Donc ouais, il y avait une période où c'était quand même bien dangereux. Il y a eu quand même des camions et des voitures qui ont brûlé sur cette route, donc suite à des attaques. Super qui dit par ricochet ça n'arrange pas l'inflation. Ouais, ça c'est le petit point négatif. Maintenant, en Russie, l'inflation est répercutée sur les salaires et entre autres le salaire minimum et les retraites. Les retraites, les prestations sociales, tout est indexé. Donc, bon, l'un dans l'autre, les gens s'y retrouvent.
Les gens s'y retrouvent avec des meilleurs salaires et puis dans le même temps ou une meilleure retraite et puis en même temps des services aussi qui s'améliorent. Ici on est obligé de... Là ils ont rebaissé le prix de l'eau ici suite à ce qui se passe. Moi par exemple là où je vis, ça fait depuis 17 jours qu'on n'a pas eu d'eau au robinet. Tout le village est dans cette situation. C'est assez critique. Là, ça devient vraiment... Donc heureusement qu'on a ces livraisons d'eau technique qui sont faites tous les jours. Mais ouais, ça devient quand même un peu compliqué. Donc on est obligé de s'adapter. Donc ça veut dire, eh bien, j'ai dû acheter une machine à laver qui est spéciale, c'est-à-dire que elle n'a pas besoin d'être raccordée en fait au réseau. Elle est à chargement vertical, c'est comme les vieilles machines en fait soviétiques, et tu mets tout et tu mets un seau de flotte et la machine elle va faire son truc parce que on a essayé même en mettant de l'eau dans un gros bac de 100 litres qu'on a mis en hauteur. La machine à laver classique, elle n'arrivait pas à gérer. La pression n'était pas suffisante. On entendait la pompe qui essayait de tirer l'eau plus vite que ce que le tuyau sortant de cette botchka, donc de cette citerne. Mais ça marchait pas. Donc la pompe à un moment s'arrêtait, il y avait un système de sécurité et donc la machine s'arrêtait, c'était vraiment une catastrophe et tout laver à la main ça prend quand même du temps. Donc voilà, ça oblige à ce genre d'aménagement, à acheter des citernes pour faire du stock, acheter des appareils un peu particuliers, prendre la douche entre guillemets à l'ancienne, voilà ce genre de choses. Ça oblige quand même à s'adapter. M1963, je vais mettre un avis sur Lulu. Ah ouais, c'est super important, vraiment, mettez-le. Parce que les gens qui me connaissent pas, qui connaissent pas de sujet, ils vont dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le livre il est bien écrit? Est-ce que t'as vraiment envie de le lire? Ou est-ce que je vais me faire chier? Tu vois, parce que bon, maintenant, je comprends que les gens, surtout en Europe, avec la situation économique, aient pas envie de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc quand t'achètes un truc, t'as envie d'être sûr que c'est bien, tu vois. T'as pas envie de jeter de l'argent dans de la merde. Et ça se comprend. Frédéric il me dit, t'avais aussi Jocelyne Pollack qui avait fait une promo de mon premier livre sur son canal. Ta prose est d'évidence appréciée. Bah écoute, tant mieux. Oui, j'avais vu la promo qu'elle avait fait de mon premier livre. Bonsoir Paco. Dom qui dit en fait le modèle russe est une fédération réussie avec un équilibre entre le local et le grand commun, c'est encourageant. Oui, ouais, c'est ce que je dis. En fait, si l'Ukraine avait voulu ne pas partir dans une voie d'autodestruction comme elle l'a fait après le Maïdan, c'est la voie qu'elle aurait dû suivre, c'est celle de la fédéralisation. C'est la voie qu'a suivi la Belgique. Quand tu as des populations très différentes avec des langues différentes, voire des religions différentes, une partie de la population impose son style à tout le monde, ça marche pas. La seule chose que tu vas faire, c'est fracturer la société. C'est ce qu'on avait fait à une époque en Belgique, je le sais parce que j'y ai vécu, où, voilà, il y a très longtemps, à une époque, c'était les francophones qui imposaient à tout le monde, ce qui fait que ça a donné du ressentiment chez les néerlandophones. Bon, ça s'est terminé par une fédéralisation. C'est pas parfait, maintenant c'est les néerlandophones qui essaient d'imposer leurs trucs, bon... Voilà, mais quand même, ça, je pense, ça a évité à la Belgique de se terminer par une guerre civile et une scission. Christina qui dit oui, pas comme en France, il y a quand même beaucoup de solidarité en Russie. Oui, mais les gens, oui, sont très solidaires, mais faut dire que il y en a encore beaucoup qui ont été élevés à l'époque de l'URSS. Ça a quand même formaté pour beaucoup leur conception des choses. Et puis même ceux qui sont nés après, tous les jeunes qui sont nés à l'époque Poutine, c'est des jeunes qui ont été élevés avec plein d'organisations pour la jeunesse, les poussant à des activités patriotiques, apprendre l'histoire, etc. Et activisme social.
Je vois par exemple la fille de Denis Reznikov, le fameux soldat là qui a enfin retrouvé sa famille. Sa fille, Lisa, elle est hyper impliquée. C'est une jeune activiste de la République. Elle court partout. C'est pour ça qu'elle n'avait pas pu d'ailleurs être là pour l'arrivée de son père. Elle était en déplacement non, elle est très 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 impliquée, très active dans tous ces mouvements de la jeunesse, qui par exemple aide. Je sais pas si vous avez vu, mais sur la vidéo où vous avez les camions citernes, par exemple, donc on avait des jeunes justement du mouvement Jeunes République, Jeunes Garde, qui étaient là pour aider entre autres les personnes âgées. Les aider à remplir les bouteilles, les aider à les ramener chez eux une fois pleines, parce que clairement la petite babouchka, la petite grand-mère qui a fait le plein avec 5 ou 6 bouteilles de 5 ou 6 litres chacune, vous imaginez bien qu'elle va pas pouvoir ramener ça dans les escaliers de son immeuble à 2 ou 3 étages. Donc bon... Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien de voir. C'est ça d'ailleurs qui me fait rire quand je vois les médias occidentaux qui crachent sur tous ces mouvements patriotiques destinés à la jeunesse, en mode oui, les endoctrines, etc., etc. Mais, euh, mais en fait, ces mouvements sont beaucoup plus axés sur la transmission de l'histoire, des activités sportives, culturelles, sociales, donc ils viennent en aide aux personnes âgées. Quand il y avait eu par exemple le Covid, ces jeunes allaient apporter de l'eau, allaient livrer de la nourriture, allaient livrer des médicaments pour les personnes âgées pour leur éviter de devoir sortir de chez eux. Voilà, et de risquer de se retrouver contaminés. Donc ces mouvements, c'est pas des trucs pour endoctriner les jeunes à la Hitler-Jugend, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc où on pousse les jeunes à faire du sport, à se cultiver, à apprendre l'histoire, à aider la société, les personnes âgées, etc. Et vous avez, oui, une partie sur le patriotisme et certains entraînements, maniement des armes, mais surtout médecine tactique, par exemple. Donc ils apprennent à donner les premiers secours. Ça devrait être un truc obligatoire. Je veux dire, quand tu vois à quel point c'est utile pour tout le monde. Alors, Sébastien, perso, j'ai un système de récupération d'eau de pluie, suppresseur pour alimenter mon chalet en eau avec des filtres. Peut-être que la pluie est trop rare pendant la période estivale dans ton coin. Mais j'ai aussi un système de récupération d'eau de pluie. Mais on a tellement chaud, en fait, cette année. Alors déjà, tellement sec, c'est-à-dire que là, je crois qu'on a dû avoir peut-être la 4e fois qu'on a eu de la pluie de tout l'été. Et puis surtout, il fait tellement chaud que l'eau dans les conteneurs de récupération, elle verdit. Donc je peux l'utiliser pour les toilettes ou ce genre de choses, mais c'est difficile de l'utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est un gros problème. L'eau verdit, j'ai pas de système de filtre malheureusement et malheureusement elle verdit et à une vitesse assez effrayante. Paco qui dit lorsque l'Ukraine frappe les raffineries de pétrole, il passe de longues minutes à vanter l'armée ukrainienne. Quand la Russie répond par une frappe précise et chirurgicale, on voit tous les comédiens de LCI pleurer comme quoi la Russie ne veut pas la paix. En passant, chapeau bas aux Russes, car si c'était un autre pays qu'on ne cite pas, qui opère à Gaza, ça serait une catastrophe humanitaire. Mais c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de commentaires pro-ukrainiens sous la vidéo de l'interview pour Omerta. Et certains qui disent, oui, Poutine qui tue massivement des civils ukrainiens, c'est n'importe quoi. Le ratio de pertes civiles par rapport au total de l'opération militaire spéciale est le plus bas de toute l'histoire des guerres depuis le XVIIIe siècle. Contrairement à ce qui se passe à Gaza, où là c'est un des plus élevés. Donc, je veux dire, quand tu vois ça, tu comprends qu'il n'y a pas de volonté délibérée de viser les civils. Alors là, il y a eu une frappe sur Kiev où, semble-t-il, il y a eu pas mal de morts parmi les civils, dont des enfants. La question que je pose, et malheureusement ça va être compliqué d'obtenir une réponse, parce qu'il y a une telle censure côté ukrainien que, voilà, c'est combien de ces morts sont dus au travail de la défense aérienne ?
Parce que ça, malheureusement, c'est un gros problème. Parce que la défense aérienne ukrainienne travaille beaucoup, littéralement au centre même de Kiev, abat des cibles juste au-dessus du centre-ville. Mais forcément, si t'abats un drone ou t'abats un missile au-dessus d'une zone résidentielle, ce qui reste du drone ou du missile doit redescendre quelque part. Et donc, vous avez une bonne chance qu'ils finissent par tomber sur un immeuble. Et bon, bah quand c'est un gros missile, genre un Kinjal, un Iskander ou un gros drone type Geran, comme les nouveaux qui sont plus massifs, bah tu fais du dégât, oui, bah oui, quand ça se casse la gueule de plusieurs kilomètres d'altitude sur un immeuble, oui, tu vas faire des morts. Mais ça veut pas dire que c'est une volonté délibérée. Quand on hurle aux morts civiles, faut bien réfléchir entre ce qu'on appelle les dommages collatéraux, j'aime pas ce terme, mais voilà, dans ce cas-là, effectivement, c'est du dommage collatéral, et du ciblage délibéré des civils. C'est ça la différence entre l'Ukraine et la Russie. C'est que l'Ukraine, elle cible délibérément les civils, la Russie, non. Mais ici, on a aussi ce genre de cas, c'est déjà arrivé que on a eu comme ça une roquette de HIMARS qui a été abattue par la DCA, elle est tombée sur une maison. Bon, heureusement, sans faire de victimes parmi les civils. Enfin, la maison, elle a été pulvérisée. Donc, ça arrive. Ça arrive. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, je le dis, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire... Il n'y a pas de blabla de mon côté. C'est pour ça que je dis, moi, quand on me traite de propagandiste, non, je dis les choses. Quand c'est un visage délibéré, quand c'est visé délibérément les civils, je le dis. Quand c'est clairement un missile ou un drone qui a été abattu puis qui est tombé sur une maison ou sur un immeuble, je le dis aussi. Voilà. Pietro qui dit développer et manipuler les ethnies semble une doctrine britannique pour faire en sorte que les gens s'opposent et se fassent la guerre. Mais ils ont échoué en Russie, ce qui explique la haine viscérale des Britanniques. Oui, et puis leur plan de décolonisation de la Russie. Ouais. C'est pitoyable. Mais ils essayent. Comme ils ont essayé, la guerre de Tchétchénie, c'était ça. Hein. C'était le diviser pour mieux régner, bien sûr. Leur but, c'est de faire éclater la Russie. Parce que tant qu'elle fait la taille qu'elle fait, elle a assez de puissance pour s'opposer à l'Occident, à l'OTAN et donc à la Grande-Bretagne. Ce qu'ils veulent, c'est en faire plein de petits pays, voilà, qui opposeront pas de grande résistance et puis qui seront pas dangereux pour eux. Voilà. Paco, que les Ukrainiens arrêtent de fabriquer des drones dans des bâtiments résidentiels. Oui, ça aussi. Oui. Les ateliers de drones dans des bâtiments civils. Ça aussi, ouais. Ça serait pas mal, effectivement. Super grave. L'année dernière, il y avait une estimation de 20 000 Ukrainiens civils tués, très bas par rapport aux autres guerres, et dedans, on sait bien qu'une partie, c'est à mettre au crédit de l'armée ukrainienne. Ouais, puis en plus, comment dire, ce qui se passe, c'est que, comment dire, en plus, parmi les Ukrainiens qui comptent, moi je voudrais savoir combien sont en fait sur nos territoires. Parce que moi j'ai vu certains chiffres sur Wikipétruc là. Tu vois clairement qu'ils comptent les habitants d'ici comme des Ukrainiens. Voilà. Bon, faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Alors, M1963, pour les Ukrainiens et le camp du bien, les morts causées par la DCA ukrainienne, c'est de la faute des Russes. Oui, mais c'est toujours de la faute. Tout est de la faute des Russes. Tout. Voilà, les punaises de lit, le froid en hiver, les nuées de sauterelles, les 7 plaies d'Égypte, bref. Dom qui dit, j'ai vu plusieurs fois que la défense aérienne retombe sur les villes ukrainiennes et blesse des civils. Ouais, il y a ça aussi. Parce que la DCA ukrainienne, elle est tellement super compétente que, effectivement, moi je me souviens de ces vidéos, entre autres à Kiev, où tu vois clairement le missile de DCA qui monte, qui rate sa cible et qui retombe. Et il retombe quelque part. Donc, s'il retombe sur un immeuble, vous imaginez bien, un S200 ou un S300 sur un immeuble. Voilà. Super Gorette qui dit Christelle, même quelqu'un de neutre qui veut la paix, on le traite de propagandiste russe.
Oui, oui, j'ai vu d'ailleurs, je vous dis, sous l'interview pour Omerta, qu'Omerta se fait traiter de médias pro-russes. Ils sont neutres, hein. Ils sont neutres, et je comprends parfaitement cette approche. C'est celle qu'avait adoptée Anne-Laure Bonnel, que je salue d'ailleurs au passage. Je lui souhaite un bon rétablissement, bon courage pour son combat contre le cancer. J'ai vu les photos, malheureusement elle a perdu ses cheveux après la chimio. Bien entendu, tous les pro-ukrainiens se réjouissent du fait qu'elle soit malade. Je ferai aucun commentaire. Je pense que, voilà, ça parle de lui-même sur quel genre de personnes sont ces gens. Des sous-merdes, voilà. Parce qu'il faut être une sous-merde pour se réjouir du fait que quelqu'un ait un cancer, quand même. Voilà. Christina qui dit l'éducation est transmise de bonne façon. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des choses encore à corriger en Russie, parce qu'il y avait quand même toute une époque où ils étaient grandement inspirés par l'Occident, donc il y a encore des choses à nettoyer. Bonsoir Anya. Christian qui dit les anglo-saxons sont des fourbes qui rêvent de colonies. Ah bah oui, mais faut pas oublier, il y a eu l'Empire britannique qui s'est cassé la gueule, hein, qui a été décolonisé. Et ça leur est resté en travers de la gorge, hein, la décolonisation. Bah bien sûr, bien sûr. Ça c'est clair qu'ils rêvent d'être de nouveau un empire, ce qu'ils ne sont plus. Voilà, donc il y a des rêves comme ça de grandeur liés aussi à leur histoire. Ils rêvent de redevenir ce qu'ils ont été et qui ne sont plus. Parmi les Ukrainiens civils tués, on sait aussi qu'il y a pas mal d'enfants kidnappés par les anges blancs. D'ailleurs, Christelle, avec ta machine à laver, si tu fais un missile, vise le QG des anges blancs, tout le monde sera content. Ah, ouais. Non, mais j'en ai besoin de ma machine à laver quand même. J'ai pas trop envie de la transformer en roquette, quoi. Hein, j'en ai besoin pour laver mon linge, histoire de pas avoir l'air d'une clodo avec des fringues crado. Où sont les sanctions américaines après la deadline de 10 jours? Et les Européens étaient là à attendre ce qui allait se passer après les 10 jours, et là, hop, on n'a rien vu. Mais je vous ai dit, Trump va lâcher le bébé petit à petit, ça c'est clair. Il veut sortir du bourbier ukrainien sans porter la responsabilité de la défaite de l'Ukraine. C'est-à-dire, il veut laisser cette responsabilité-là aux Européens et aux Ukrainiens. Donc, il va se retirer petit à petit. Il va dire, mais je vois que Poutine et Zelensky veulent pas faire la paix. Donc, bon, démerdez-vous. Moi, je sors du processus diplomatique. Mais bon, si vous voulez acheter nos armes, il n'y a pas de problème, du moment que vous payez. Et puis, petit à petit, voilà, il va se retirer sur la pointe des pieds pour s'éviter une humiliation à la Saigon ou la Kaboul 2.0. Et il va laisser les Européens payer pour toute cette gabegie. Donc vous, hein, voilà. Et il va faire porter la responsabilité sur les Européens qui n'auraient pas dépensé assez en aide militaire ou en armement ou en je sais pas quoi ou en budget pour ceux qui sont membres de l'OTAN, etc. Etc. Quoi d'autre? Et puis il va dire que les Ukrainiens ont pas suivi les instructions. D'ailleurs, on commence déjà à voir ce discours du oui, mais là si l'Ukraine va d'échec en échec, c'est parce que alors elle a fait des trucs bien quand elle suivait soi-disant les tactiques de l'OTAN, et puis maintenant elle est revenue aux tactiques soviétiques et donc forcément ça merde. Bon. Ça, mais l'idée, vous comprenez l'idée derrière, c'est de dire, s'ils avaient suivi nos tactiques comme on leur a dit de faire, ils auraient gagné. S'ils perdent, c'est parce qu'ils nous écoutent pas. En gros, c'est ça l'idée, voilà. Alors, M1963, 20 morts après toute une nuit de bombardement, quand on compare avec le taux de réussite des sionistes à Gaza, mais ça gêne pas trop les médias mainstream. Oui. Une frappe de l'armée israélienne sur un hôpital, 15 morts, dont 5 journalistes. Tout va bien. Mais là, ça les dérange pas.
Ah non, mais parce que soi-disant, c'est des terroristes du Hamas. Voilà. Hein. Donc, voilà. Tous les journalistes qui sont dans la bande de Gaza, pour eux, c'est des terroristes du Hamas. C'est incroyable. Je pensais pas quand même que Reuters, Associated Press ou NBC embauchaient des terroristes. Ça me semble un peu gros, là, quand même, si vous voulez. Hein. Ouais, non, mais bon, quand c'est les mecs d'Al Jazeera, tu peux essayer de la faire passer, la couleuvre, mais quand c'est Reuters ou Associated Press, là, elle est un petit peu trop grosse, la couleuvre. Hein. Ouais, même avec la vaseline, ça passe pas. Même avec la vaseline, ça passe pas. Alors... Tac, l'UE paye, il faut rentrer les sous. Et après avoir tué 5 journalistes, on renvoie un missile pour être sûr. Tout va bien, on vous dit la méthode ukrainienne, pas de problème. Oui, de toute façon, Tsahal et l'armée ukrainienne, c'est la même méthode. Hein. La méthode des doubles frappes. D'ailleurs, c'est la même méthode que les terroristes en Syrie. Hein. C'est quand même bizarre. Hein. Ouais. Méthode de la double frappe. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vous frappez une première fois, puis vous attendez que les secouristes et les journalistes arrivent sur place, puis vous frappez le même endroit une deuxième. Comme ça, vous tuez des secouristes, vous tuez des médecins, vous tuez des infirmiers, et vous tuez des journalistes. Voilà, ça c'est méthode Tsahal, Al-Qaïda, État islamique, armée ukrainienne. Voilà. Mais la confluence de cette méthode au sein de ces différentes forces armées est tout à fait fortuite. Bien sûr. Je crois qu'un commentaire. Bref. Pietro qui dit, moi je pense que Poutine n'a pas à parler ou négocier avec Zelensky. Cet individu n'est plus légitime depuis mai 2024. Oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'a dit Peskov. Il a dit, on peut envisager une rencontre, mais en gros, il faut que tout soit déjà, quasiment tout soit déjà agréé par les groupes de négociation qui sont à Istanbul. Poutine a autre chose à foutre que de refaire un remake des accords de Minsk où il a perdu 7 ou 8 heures à négocier avec la Merkel, Flamby et Porky pour signer un papier qui au final, excusez-moi, ils se sont torchés le cul avec comme du papier toilette. Désolé pour les termes, mais c'est exactement ça. Bon. Si c'est pour en arriver là, si vous voulez, le temps de Poutine est trop précieux pour le perdre à ce genre de conneries. Hein. Donc, il y a des délégations qui vont à Istanbul, c'est à elle de régler ça, et à la limite, pour fignoler les derniers détails, etc. Mais de toute façon, Zelensky pourra pas signer le papier, c'est pas lui. Ça sera Stéphane Chouk. Frucat qui dit bizarre, le cancer d'Anne-Laure si jeune... Pour Anne-Laure Bonnel si jeune, c'est bizarre. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas d'âge, hein. Malheureusement, enfin, Anne-Laure, je crois qu'elle a plus ou moins le même âge que moi, hein. Elle est quand même plus de la quarantaine. Je rappelle que ma collègue Katia est morte d'un AVC à 35 ans, hein. Vous savez, on fait un boulot qui est quand même très stressant, épuisant pour le corps, pour l'esprit, psychologiquement. Ça laisse quand même des marques, hein. Je vous dis, Katia, 35 ans, c'était une fille sportive, mince, je veux dire, elle n'était pas en surpoids, elle n'était pas... AVC. Et elle est morte à 35 ans. Voilà. Donc, malheureusement, on a une profession qui a un impact sur notre santé. Je commence à avoir ce genre de problèmes liés au stress aussi. Voilà. Donc malheureusement, oui, c'est triste, mais c'est pas bizarre. J'ai vu les tombereaux de merde qu'elle s'est pris dans la gueule, les diffamations sans fin. Quand elle est revenue du Donbass après le début de l'opération spéciale, je pense que malheureusement, ça l'a beaucoup impacté psychologiquement. Et malheureusement, bah, je pense que ça a généré beaucoup de stress chez elle. Et malheureusement, le stress, c'est un facteur aggravant pour développer un cancer. Oui, ça c'est clair. Bonsoir André. Alors, Béatrice qui dit Trump a décidé de ne plus rien donner à l'Ukraine. Non, il vend. Il vend.
C'est les Européens qui payent. Christian qui dit Trump peut jouer à mon avis un double jeu. Heureusement que Tsahal est une armée morale. Oui, oui, qu'est-ce que ça serait sinon alors, bonsoir Christina. Tac. Donc oui, c'est malheureusement, ça me fait mal pour elle. J'espère vraiment qu'elle va s'en remettre et que. Mais je pense que oui, c'est une battante. C'est une battante, donc voilà, je lui souhaite beaucoup de courage là-dedans et j'espère elle va s'en remettre. Faut qu'elle continue de se battre et qu'elle laisse ce que les autres disent d'elle aux chiottes. C'est la place que ça mérite. Te bouffe pas les nerfs pour ce que des connards de prostituées et de journalopes pensent de toi. Tu sais ce que tu as fait, tu sais que t'es droite dans tes bottes, le reste envoie les chier, d'accord? Et concentre-toi sur le fait de te soigner et de récupérer, d'accord? C'est le petit message pour Anne-Laure. Qui dit même méthode entre les différents groupes armés en Syrie, Gaza, Israël, Ukraine. C'est parce que c'est les mêmes boss. Je l'ai pas dit, voilà. Alors, c'est pas grave qu'il parlait avec Zelensky, même Trump n'y arrive pas. Alors imaginez Poutine. Mais Poutine est quelqu'un d'une grande patience. Genre moi à sa place, j'aurais pas pu parler à Flamby, hein. Il y a un rapport qui à Poroshenko encore moins. Hein. Tac tac tac. Salut The Habib. Sébastien, faites Christelle, très bel article sur Totieva. Les détails sont très intéressants. Bah de rien, hein. De rien. On essaie de développer. Frédéric ont-elles été vaccinées ces femmes? Je ne sais pas pour Anne-Laure. Et pour Katia, nous ici on n'avait pas les vaccins occidentaux hein, de toute façon. Donc on avait que les vaccins russes comme le Spoutnik. T'as une chaîne Telegram ou YouTube? Elle est présente sur Twitter, Anne-Laure Bonnel. Ouais, c'est d'ailleurs là-bas qu'elle a parlé de son cancer et qu'elle a publié la photo où on voit elle a plus de cheveux. Donc si vous voulez lui faire un petit coucou, un petit commentaire de soutien, ça se passe sur Twitter. Là, on parle de la lutte contre la drogue, hein, des Américains qui veulent soi-disant s'en prendre au Venezuela pour ça. Ouais, ça me fait un peu rigoler. Voilà. Et Free4 qui a dit elle a aussi un compte sur Insta. Ah oui, je suis pas sur Instagram, donc c'est pour ça que je suis pas au courant. Mais donc voilà, Anne-Laure Bonnel, vous pouvez lui envoyer des petits messages de soutien sur Instagram ou sur Twitter, enfin X maintenant, hein, comme ça s'appelle. Je trouve ça toujours bizarre d'appeler ça comme ça. Bref, je continue de l'appeler Twitter. Mais donc voilà, allez l'encourager parce que vraiment, elle reçoit plein de messages haineux de pro-ukrainiens qui sont agerbés. Allez lui montrer un peu de soutien, je pense qu'elle en a vraiment, vraiment besoin. C'est important aussi pour la guérison. Dom qui dit Poutine m'a fait rire dans une interview. Il a dit qu'il avait tout le temps envie de se mettre en colère, mais qu'il se maîtrisait. J'avoue qu'il est très fort là-dessus. Mais en fait, je sais pas si certains d'entre vous ont vu les différents films biographiques, les bons, hein, pas les merdes faites en Occident par Arte, etc. Mais les autres qui ont été faits en Russie, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, Poutine, il était très nerveux, bagarreur. Et là-dessus, il dit clairement dans un de ses documentaires sur sa vie que le fait de se mettre au judo puis au sambo,
Ça l'a énormément aidé justement à se maîtriser, à se calmer. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait du sport tous les jours, hein. Vladimir Poutine s'entraîne, je crois, une heure et demie chaque jour. Ça l'aide, je pense, à rester calme. Je fais aussi du sport aussi à la maison. Ça aide quand même à gérer le stress, ça aide à gérer, voilà, t'as envie de te défouler un bon coup, tu vas pousser des poids ou soulever des poids ou taper. J'ai un sac de frappe, et donc tu frappes un bon coup dans le sac de frappe, ça évite de taper sur quelqu'un. Mais oui, il est très très fort. Je dis, il peut battre le Dalai Lama niveau patience, hein, clairement. Tierno qui me dit, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur l'opération de la capture des officiers britanniques? Cette histoire est un énorme fake. Voilà. Voilà les détails. Si vous n'avez pas vu passer ce machin sur notre chaîne, c'est que c'est de la merde. Je vous le dis clairement. Parce que le jour où on aurait chopé des officiers britanniques, je peux vous assurer que vous auriez vu l'information sur notre chaîne. Voilà. Donc si vous ne la voyez pas passer, c'est que on a débunké le truc et que c'est de la merde. Voilà, voilà. Stephen qui dit question ou réflexion personnelle, si j'étais russe, avec les pertes des soldats russes perdus pour genre les territoires libérés dans l'oblast de Kharkov étaient redonnés à l'Ukraine après un échange pour une paix, j'aurais les boules graves. Ouais, ouais. Je peux comprendre. Dans le même temps, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas parti pour signer une paix, donc je pense que on aura droit à l'intégration de la République populaire de Kharkov au sein de la Fédération de Russie. Super Gorek qui dit Arte, la culture BHLienne. Ah ouais. C'est... Autant à une époque, ils faisaient des trucs pas mal, autant maintenant, Arte, c'est devenu une poubelle. C'est vraiment des rares fois où j'ai vu des trucs de sortir de chez eux, des fois suggérés par YouTube. Je sais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Super Gorek, moi ça va, j'ai pas besoin de faire du sport, je soulève des pierres toute la journée. Ah bah oui, c'est une forme de sport aussi, hein. Je veux dire, anciennement, nos ancêtres allaient pas à la salle de sport, hein, ils allaient pas à la salle de fitness. Mais ils soulevaient des cailloux, des troncs d'arbres, des trucs comme ça, toute la journée, ce qui les entretenait physiquement, ça marche très bien. Sébastien qui dit un sac de frappe n'est plus garanti si on regarde LCI et TF1, ça tombe bien, je les regarde pas. Non mais oui, je suis d'accord. Le sac de frappe, non, ça suffit quand je vois juste un petit extrait de BFM TV, quoi. Voilà. Mais ouais, non, au-delà, ça devient difficile quand même. Au-delà, ça devient difficile. En termes de fiabilité d'infos, ça donne quoi les chiffres des 1,7 million de pertes des forces armées ukrainiennes? Je pense que le chiffre est juste, mais je pense qu'en fait, il faut bien comprendre, c'est pas 1,7 million de morts, c'est morts et disparus. Or, j'en ai discuté avec Laurent, et je pense, hein, c'est mon opinion, que il compte dans les disparus les déserteurs. Les déserteurs, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont été mobilisés et qui sont enfuis, soit pendant l'entraînement, soit entre le passage du polygone d'entraînement au front, hein, voilà. Mais aussi ceux qui ont reçu une convocation et qui se sont jamais présentés et qui donc sont recherchés, si vous voulez. Donc on a compté, en comptant tout ça, avec Laurent, on est tombé sur effectivement, si on prend les chiffres des nécrologies ou de War Tears, hein, donc soit les nécrologies comptées par Shepo de Fronta, donc Murmure du Front, ou le calcul de War Tears qui est un petit peu plus élevé, donc chez Pot de Fronta on est à plus de 650 000 nécrologies, War Tears on est un peu plus de 700 000 morts, donc c'est un calcul algorithmique.
C'est un calcul algorithmique. Bon, ça c'est ceux qui sont recensés. Hein, comme j'ai dit, c'est ceux dont les corps ont été rendus, identifiés, enterrés, etc. Bon, clairement, faut y rajouter les 7000 corps que la Russie a rendus en quelques semaines, que l'Ukraine a toujours pas, soi-disant, identifiés. Hein, voilà. Et plus tous ceux qui sont encore dans les morgues russes. Plus tous ceux qui ont été enterrés à la va-vite dans des tombes, alors parfois des tombes de masse, hein, donc ils sont enterrés par 2 ou par 3. Si vous vous souvenez, on a eu ce cas-là, par exemple, à Izium, hein, où ils ont essayé de faire passer des tombes de soldats ukrainiens pour des tombes de civils massacrés par les Russes, bon, sauf que c'était marqué sur la croix VCU, hein, donc Вооруженные силы Украины, forces armées ukrainiennes, et parfois on voyait qu'il y avait 2 ou 3 corps qui avaient été enterrés ensemble. Donc ces gens-là, ils ont été enterrés sans être identifiés, sans rien, donc... Et bon, je me souviens que j'avais vu un truc où il y avait une tombe avec un numéro 200 000 et quelques, ce qui laissait supposer qu'ils étaient quand même assez nombreux à avoir été enterrés comme ça. Et donc, avec Laurent, on a calculé que si on prenait les gens enterrés avec nécrologie, potentiellement donc ceux enterrés à la va-vite, n'importe où, etc., plus tous ceux qui sont encore dans les morgues russes ou ceux qui ont toujours pas, soi-disant, été identifiés, plus... ceux qui se sont enfuis, plus certains qui se sont rendus prisonniers, qui sont rendus à l'armée russe. Pourquoi ? Parce que on a découvert que via Yuri Podoliaka, que certains soldats ukrainiens qui se sont rendus volontairement à l'armée russe sont considérés comme portés disparus par l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'il les compte pas comme prisonniers de guerre, il les compte comme portés disparus. Donc il y a un gros micmac, si vous voulez, dans la façon dont il compte. Et donc effectivement, en comptant un petit peu toutes ces catégories, on arrive effectivement à un chiffre qui est aux alentours de 1,7 million. Donc je pense, et Laurent aussi, que voilà, ce disparu compte les déserteurs, ceux qui se sont rendus, certains qui sont prisonniers, les morts, ceux qui sont enterrés avec nécrologie, sans nécrologie, ceux qui ont été rendus par la Russie pas encore identifiés, et ceux qui sont encore dans les morgues russes ou sur les territoires, parce qu'il y a encore plein de corps hein, qui traînent partout, entre autres en région de Koursk, c'est une hécatombe, donc on n'a pas encore fini de tous les récupérer. Donc voilà, si on compte tout ça, effectivement, on arrive plus ou moins à ce chiffre-là. Supergirl qui dit Arte à part les docs sur l'espace, laissez tomber. Toujours de l'idéologie, c'est affreux. Oui, j'avais même vu un documentaire sur je sais plus quoi en plus, qui avait rien à voir. Et ils avaient réussi à glisser une petite crotte de nez contre la Russie et l'opération militaire spéciale au milieu du truc. Donc bon, ça m'a un peu gavé. André Fillon qui dit j'ai vu passer une photo d'un sac de frappe sur lequel on avait collé une photo de boule de vent. Oui, Micron. Je fais pas ça. Non, quand même. Véro qui dit les prisonniers sont peut-être comptés aussi. Oui, c'est ce que je dis. Je pense qu'au moins une partie des prisonniers de guerre qui sont côté russe sont comptés dans les disparus. Donc c'est pour ça que je dis faut bien lire. C'est pas juste des morts, c'est morts et disparus. Il faut comprendre ce qu'ils incluent là-dedans. Dom qui dit en fait l'Ukraine, l'Europe et l'OTAN rendent service à la Russie en refusant la paix. Cela va permettre à la Russie de récupérer Kharkov, Odessa, etc. Bon, oui, comme je l'ai dit. Hein. De toute façon, ils se sont enfermés tout seuls dans une rhétorique qui les a poussés dans un cul-de-sac et maintenant ils savent plus comment en sortir. Pas en tout cas sans se décrédibiliser à 300%. Ou sans perdre sa tête pour Zelensky. On va bientôt arriver au bout de l'heure. Ah oui, Supergorette qui dit que les 18-22 ont tout compris, sont presque tous barrés. Ah oui, parce que Zelensky a fini par ouvrir la frontière du pays pour les hommes de 18 à 22 ans. Résultat, donc ceux qui sont officiellement pas encore mobilisables, ils se sauvent en masse vers la Pologne, vers la Hongrie, etc. Ils se sauvent.
Donc, bah, bien sûr, pour se sauver, il faut qu'ils aient un billet militaire en ordre. Donc, il faut qu'ils soient enregistrés auprès du TCC de chez eux, avec le risque de se faire embarquer, même si normalement, ils n'ont pas le droit de les embarquer de force à cet âge-là. Mais tous ceux qui ont un billet militaire en ordre sont en train de se barrer. Donc, toute la jeunesse du pays est en train de foutre le camp, c'est génial. Valérie qui dit c'est une question, pourquoi Zelensky a ouvert les frontières? À se demander c'est pas Trump qui l'a forcé, dit Super Gorette. Oui, je pense que les Américains, je pense que Trump a forcé la main de Zelensky. Parce que jusque-là, il voulait pas, hein. Il voulait pas. Parce que là, ça veut dire qu'il est en train de perdre des hommes dont il aura besoin demain. Mais pour je pense, certains Occidentaux, ça a un avantage, c'est que ça permet de sauver une partie de la population masculine de l'Ukraine dans l'idée de on fait un pseudo-accord de paix ou façon accord de Minsk. Ces petits jeunes, on les endoctrine en Europe pendant 10 ans et après on les enverra de nouveau refaire la guerre à la Russie. Il y a peut-être ça aussi hein, dans l'idée. Sébastien Quillet-vous a entendu parler de l'article du canard enchaîné sur la note de l'Elysée pour les ARS pour gérer des centaines de soldats blessés. Oui, j'ai vu. France, Grande-Bretagne aussi. Non, mais ça va pas être des centaines de blessés, les gars. Ça va être des milliers de morts. Autant les Russes sont assez mesurés dans leur frappe contre les Ukrainiens, parce que c'est le peuple frère. Autant les soldats britanniques ou français, ça sera open bar. Hein? Ouais, ça va ressembler à un jeu de quilles, je vous le dis. Non, ça va être un massacre. Tyrannus, les Ukrainiens ont-ils la capacité d'intercepter un missile Iskander? L'Iskander, oui. Le Kinjal, malgré tout ce qu'il raconte, je suis pas convaincu, ou alors... par hasard, un jour de chance, il y en a un qui a été intercepté. Mais à la vitesse à laquelle le Kinjal se déplace, non. Mais le Iskander, oui, c'est un balistique classique, quand même. Sait-on combien de membres composaient le TCC en Ukraine? Pourquoi sont-ils pas incorporés dans l'armée si l'effectif est conséquent? L'effectif est très conséquent, ils sont 140 000. 140 000 pélos à travers toute l'Ukraine qui sont chargés de chasser les conscrits. Et s'ils remplissent pas leurs objectifs, c'est eux qui finissent sur le front. Frédéric qui rejoint mon hypothèse, pour les petits jeunes, beaucoup vont finir au Canada, c'est ça. Ils sont en train de préparer la prochaine génération de Bandera, hein. Voilà, c'est-à-dire, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les bandéristes ont perdu, les Occidentaux les ont aidés à émigrer massivement, entre autres, au Canada. Voilà, ce qui a permis de sauvegarder bon nombre des éminences, on va dire, idéologiques de toutes ces organisations type OUN, UPA, etc., etc. Bonsoir Michel, bonsoir Max. Pietro, je me suis posé cette question, est-ce que finalement l'armée ukrainienne n'est pas devenue la première armée au monde grâce au matériel reçu des 36 pays occidentaux et du financement? Car vu que les Russes ont détruit, il y a de quoi s'interroger. Non, ils sont pas devenus la première armée au monde. Non, loin de là. Très très loin. Très loin. Pas du tout. De toute façon, une bonne partie de ce qu'ils ont reçu a été pulvérisé, donc non, ils sont encore très loin. Ils sont encore très loin. Regardez les chiffres en matière de véhicules blindés, de matériel en tout genre, de la Russie et des États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Voilà. Qui dit du coup les jeunes partis, ça laisse toujours 140 000 hommes pour le front. Oui, de toute façon, l'Ukraine telle qu'elle est actuellement a déjà commencé à entrer dans sa phase autodestruction, comme le Troisième Reich avant lui.
Et donc, il va finir par se bouffer lui-même. Le système va finir par se bouffer lui-même. Donc, c'est clair qu'à un moment, de toute façon, les gars du TCC vont être envoyés sur le front. Il n'y a pas de miracle, bien sûr. Sébastien qui dit, c'est pire que le chien en lui, on a beau arracher, brûler, dissoudre, ça repousse toujours quelque part. Même après l'OMS, on en aura encore. Oui, malheureusement. Parce qu'il y en a plein qui sont partis dès le départ, plus tous ceux qui se sont enfuis. C'est là que ce qui me fait rigoler, c'est que les plus grands patriotes ukrainiens, ceux qui hurlent qu'il faut continuer la guerre à tout prix, c'est des mecs qui sont à Courchevel, Monaco, Hambourg, Londres, Paris, etc. Oui. Si tu veux tellement faire la guerre, va la faire toi-même. Hein. Comme j'ai déjà dit. Ça me fait toujours rigoler. C'est ceux qui en sont loin et c'est ceux qui ne la feront pas, qui appellent à prolonger cette guerre à tout prix. C'est moi ce qui me dégoûte profondément. Je considère que quelqu'un qui appelle à faire la guerre doit être le premier à s'enrôler pour donner l'exemple. Donc voilà. Bon, on a atteint à peu près 1 heure. Donc on va s'arrêter là. Je détaillerai tout ce qui est avancée militaire et tout dimanche, lors du sitrep, comme d'habitude, avec ma petite carte Military Maps, animée. Sébastien qui dit, comme tu dis, Salvini à Manu, prends ton fusil et vas-y bonhomme. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je veux dire, ça m'agace de voir des vats en guerre sur les plateaux télé ou des politiciens. Oui, il faut continuer jusqu'à ce que l'Ukraine gagne. Mais bite ta gueule. Mais vas-y. Vas-y. Mais n'appelle pas à la guerre en demandant aux autres de la faire. Moi, je suis pour qu'on inclue dans les constitutions de tous les pays que ceux qui appellent, que ce soit des politiciens ou quoi, à aller faire la guerre, soient obligés de s'enrôler pour aller servir en première ligne. Et ben là, je peux vous assurer qu'il n'y a plus personne qui voudra la faire. Hein? Et puis d'envoyer ses gosses, surtout. Voilà. Skli qui dit vivement le narratif, une babouchka a battu un vol, un Iskander en balançant un pot à cornichons. Ah ça, il avait fait qu'un drone. Ouais, ils avaient raconté qu'à Kiev, il y avait une babouchka qui avait flingué un drone russe en lui balançant un pot de cornichons dans de la saumure. Véridique. Ah là là. Supergorette qui dit comme les rois et les nobles avant, en première ligne. Mais oui, mais avant, au moins, les mecs, ils allaient se battre à cheval, en armure, ils en chiaient, hein, parce qu'une armure, ça pèse lourd. Fallait s'entraîner longtemps pour maîtriser le maniement de l'épée, de la lance, etc. Merde, mais les mecs, au moins, ils allaient risquer leur peau. Hein. Je veux dire... Maintenant, les mecs, ils envoient les autres se faire tuer, pendant qu'eux, ils sont le cul bien au chaud à l'arrière, quoi. Patrick qui dit WhatsApp a été supprimé normal et Telegram a été restreint. Pour utiliser Max, il faut un numéro de téléphone russe. Je ne sais pas si la Biélorussie ou le Kazakhstan peuvent travailler avec ce logiciel. Il faut voir, là, en septembre, il y a une autre messagerie russe qui va sortir qui s'appelle Molnia. On va voir. Et puis Max, je pense, une fois qu'il sortira de sa version bêta, sera peut-être étendu. Faut voir un petit peu comment ça va se développer ce truc-là. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir activement participé à ce direct, d'avoir posé plein de questions. Comme je l'ai dit, si vous avez des idées de thèmes que vous voulez voir dans les reportages vie du Donbass, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, n'hésitez pas, commentez. Je lis tous les commentaires et sur la chaîne Telegram et sur les différentes plateformes vidéo. Donc je vois passer les commentaires, ce qui me prend beaucoup de temps. Mais je tiens quand même à pouvoir avoir le retour de votre part pour voir ce qui vous intéresse le plus. Et je vais peut-être voir pour faire un moment des petits sondages sur la chaîne Telegram
pour que vous me disiez un petit peu, que nous orienter vers ce qui vous plaît le plus. Voilà, histoire que les contenus vous intéressent aussi, quoi. L'idée c'est pas de vous fournir du contenu comme ça et puis si ça vous fait chier, tant pis. L'idée c'est quand même aussi d'avoir des contenus sur des thèmes qui sont intéressants pour vous. Voilà. Donc bonne soirée à vous tous. Je publierai l'enregistrement de ce direct demain, comme d'habitude. Et je vous retrouve dimanche pour le rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.